Bonjour à tous et bienvenue. Avant de débuter, donc quelques précisions. Donc l'événement est enregistré, donc vous aurez possibilité de le visualiser en replay d'ici très peu de temps. Donc vous aurez l'information sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. À noter également donc, que le support va vous être envoyé à la suite de l'événement, ce qui vous permettra de pouvoir le balayer à nouveau si vous le souhaitez. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles peuvent survenir, donc via la conversation, pour que nos intervenantes puissent y répondre au fur et à mesure du déroulé de l'événement. Nous avons planifié des temps spécifiques pour pouvoir y répondre. N'hésitez pas également à nous préciser si vous êtes connecté à plusieurs derrière votre écran pour que nous puissions comptabiliser l'intégralité des participants dans la participation globale à cet événement. Donc, nous sommes sur la dernière webconférence de l'année organisée par Défi Autonomie Senior. Donc, si vous avez loupé les premières, ne vous inquiétez pas, vous pouvez les visualiser en replay via notre chaîne YouTube. Nous pourrons vous repréciser également le lien dans le mail que nous vous enverrons à la suite de l'événement. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui et je tiens également à remercier nos intervenantes pour aujourd'hui. Donc Nathalie Keber, qui est directrice de plateforme de répit et présidente de la Fédération des plateformes de répit. Léa Fietecat, qui est responsable du secteur Bulder pour le département de la Somme, et Valérie Comblé, qui représente la Fédération des centres sociaux des Pays Picards. Donc, merci à toutes les trois pour votre intervention d'aujourd'hui. Avant donc, de vous laisser la parole, quelques petites précisions sur Défi Autonomie Senior, puisque tout le monde ne nous connaît peut-être pas. Donc, Défi Autonomie Senior, c'est une structure interrégime qui a été créée en 2017 par les caisses de retraite de la région des Hauts-de-France. Donc, la MSA Nord-Pas-de-Calais, la MSA Picardie, la CARSAT des Hauts-de-France et le régime de sécurité sociale des indépendants. Donc, nous mettons en œuvre une politique qui vise à réaliser des actions collectives de prévention et d'éducation à la santé. Et donc, cette politique est définie par une instance régionale de coordination du bien vieillir qui est donc pilotée par nos membres fondateurs que je viens de citer. Nous avons également des partenaires financiers qui nous soutiennent dans le développement de nos actions, qui sont des caisses de retraite et des caisses de retraite complémentaires, qui sont la CNRACL, l'IRCANTEC et la CAMIEG. Donc, Défi Autonomie Senior a pour mission de déployer gratuitement sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France des actions de prévention, d'éducation à la santé, du bien vieillir et toute action visant à préserver l'autonomie des seniors et à lutter contre l'isolement. Nos actions sont ouvertes à tous, quel que soit le régime de protection sociale. La seule condition, c'est l'âge, puisque nos actions sont ouvertes dès 55 ans, que l'on soit retraité ou pas encore. Et nous intervenons au plus proche des besoins de la population via des actions en présentiel, mais également en complément en webconférence comme aujourd'hui. Donc, nos actions se déploient en présentiel sous le format d'ateliers ou de conférences ou encore de théâtre-débat et également en visioconférence comme l'événement d'aujourd'hui. Toutes nos actions sont animées par des animateurs qui sont accompagnés par Défi Autonomie Senior et qui sont experts dans les différentes thématiques qu'ils sont traitées. Pour retrouver donc l'intégralité des actions que nous déployons en région Hauts-de-France, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.défi-autonomie-senior.fr où vous retrouverez le planning de nos actions en présentiel avec un système de cartographie. Vous pouvez soit vous géolocaliser, soit en saisissant votre code postal, retrouver les actions à proximité de chez vous. Et vous retrouverez également, au fur et à mesure de l'année prochaine, le planning des visioconférences, puisque c'est des événements qui vont continuer l'année prochaine. Donc, le prochain événement aura lieu au mois de mars sur la thématique du sommeil. Si vous avez peur de manquer nos actualités, vous pouvez bien évidemment également vous inscrire à notre newsletter mensuelle. Donc, elle est envoyée en général chaque début de mois. C'est gratuit et vous pouvez vous y inscrire via notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé des différentes actualités.
Nous avons également une offre à distance qui est proposée via la plateforme Happy Visio où vous pouvez accéder à un large panel de contenu en distanciel avec des possibilités de replay également. Donc, pour y accéder, il suffit de vous créer un compte sur la plateforme Happy Visio. Donc, vous retrouvez l'adresse en bas de la diapositive, happyvisio.com. Donc, vous vous créez un compte et vous rentrez le code partenaire DEFI en majuscule, DEFI, et vous pourrez avoir accès aux différents contenus et vous inscrire à ce qui vous intéresse. Et vous avez possibilité d'avoir un replay jusqu'à 3 mois après la date de fin de l'événement. Je laisse la parole à Nathalie Keber. Merci. Bonjour tout le monde, donc Nathalie Keber, je suis directrice de 3 plateformes d'accompagnement et de répit sur la métropole lilloise et sur le Boulonnais, et je suis également présidente de la Fédération des plateformes de répit, et je suis venue vous expliquer ce matin un peu ce qu'on fait dans une plateforme de répit, mais pas seulement, c'est quel contexte autour des aidants familiaux, de qui parle-t-on? Les aidants familiaux, eh bien, on a une définition très précise qui est inscrite dans la Charte européenne de l'aidant familial ou le Code de l'action sociale et des familles, qui dit qu'un aidant, c'est la personne qui vient en aide à titre non professionnel d'une personne dépendante de son entourage pour des activités de la vie quotidienne. Et cette aide, elle peut être régulière, ponctuelle, sur des périodes plus ou moins longues, voire de façon permanente. Ce qui est très compliqué, c'est que cette définition, elle est très très large et assortie en fin de compte de très peu de droits. Du coup, les aidants n'y voient pas forcément l'intérêt de se reconnaître comme aidants. Et ça, c'est un vrai problème. En effet, à partir de quel matin on se lève et on n'est plus seulement le conjoint, l'enfant, le parent de quelqu'un qui perd son autonomie. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué pour nous professionnels et pour les aidants eux-mêmes. D'ailleurs, si on considère le mot aidant en tant que tel, il est tout à fait récent. Avant, c'était culturel, c'était un membre de la famille qui aidait ses parents, la grand-tante, les enfants. Mais aujourd'hui, le mot aidant date à peu près d'une dizaine d'années. Puisque d'une bonne dizaine d'années, la première journée nationale des aidants, en effet, ne remonte qu'au 6 octobre 2009, ce qui est, somme toute, tout à fait récent. Alors, j'en profite pour dire que le terme d'aidant naturel, pour moi, ça n'a rien de naturel de sacrifier parfois sa vie pour quelqu'un, même si on l'aime tout plein. Donc, c'est vraiment, et vous allez voir au fur et à mesure de mes propos, un vrai sujet de société. En effet, aujourd'hui, combien on a d'aidants en France, vous imaginez? Eh bien, en France, aujourd'hui, on estime qu'il y a 9 à 11 millions d'aidants, soit un Français sur 6 qui accompagne dans son quotidien quelqu'un en perte d'autonomie. Parmi ces millions d'aidants, on va avoir à minima 500 000 jeunes alors quand je parle de jeunes, ce sont des lycéens ou des étudiants qui mettent potentiellement en péril leur carrière professionnelle pour aider un membre de la famille, la fratrie ou leurs parents. Parmi ces aidants, on va trouver une petite moitié d'aidants qui accompagnent un proche en perte d'autonomie liée à l'âge et les autres liés plutôt au handicap ou aux maladies chroniques. Plus de la moitié d'entre eux s'ignorent. C'est ce que je vous disais. À partir du moment, le problème, c'est qu'à partir du moment où on ne sait pas qu'on est aidant, forcément, on ne veut pas aller chercher d'aide pour soi-même ni pour son proche et on ne sera absolument pas sensible aux messages de prévention. Alors, pour vous donner quelques chiffres, mais qui vous montrent l'ampleur du sujet, aujourd'hui en France, on estime à peu près à 1 100 000 malades d'Alzheimer diagnostiqués. Cette maladie est intimement liée à l'âge. Donc forcément, avec le vieillissement démographique, ce chiffre va doubler pour 2040. Et rassurez-vous tous, c'est absolument pas contagieux, mais c'est juste mathématique. Même si je ne parle pas de pathologie, on sait qu'aujourd'hui, on a 1 million de personnes qui ont plus de 85 ans et que ce chiffre va être quintuplé en 2060. Alors, vous me direz, 2060, ce n'est pas tout de suite.
Non, mais tout ça, ça sera progressif. Et aujourd'hui, on est déjà sur un système médico-social qui peine, hein, qui est déjà saturé. Et du coup, c'est un vrai sujet de société parce que nous serons tous concernés. Tous concernés dans nos familles, avec nos collègues, avec nos amis. On ne passera pas à côté du fait de connaître dans son entourage propre un aidant. Dernier chiffre qui doit aussi nous alerter, on estime qu'en 2030, et là pour le coup c'est demain, hein, je vous parle d'une période que tout le monde, si tout va bien, aura la chance de connaître, eh bien en 2030, on dit qu'un quart des actifs seront aidants. C'est énorme. Donc dans toutes les organisations professionnelles, on sera aussi confronté à des collègues qui devront gérer leur activité professionnelle avec ce temps de bénévolat ou d'investissement auprès de leurs proches. Si je fais un petit focus sur la typologie des aidants, moi je vais parler là plus particulièrement des aidants des personnes âgées. Si l'aidé est en couple, son aidant, ça sera très souvent son conjoint avec 76% de femmes qui sont aidantes pour effectivement beaucoup moins d'hommes. Comment ça s'explique? Eh bien, encore là, maintenant, on a affaire à la génération des femmes au foyer qui ont été reconnues toute leur vie par leur capacité à tenir la maison, à s'occuper des enfants, de la grand-tante, des grands-parents. C'était le pilier de la famille, la femme qui est habituée et qui a dans son ADN le fait d'aider les autres membres de la famille. D'ailleurs, ces femmes ont beaucoup de mal à lâcher du lest et à accepter qu'on vienne les aider elles-mêmes, puisque ça touche à leur identité. Certains hommes, alors je vais en chatouiller quelques-uns, hein, parce que c'est pas une science exacte, mais certains hommes de cette génération n'ont jamais touché un balai et une casserole. Donc, quand c'est la femme qui est malade, eh bien, ils sont un peu plus pragmatiques et ils vont confier plus facilement leur épouse à l'institution. Je vous rassure tous, messieurs, il y a bien des hommes qui sont des petits cœurs de beurre et qui démontrent qu'ils adorent leur femme jusqu'au bout et qui sont tout à fait en capacité de faire une toilette ou de leur donner à manger à la petite cuillère. Et ça, c'est pas de la science-fiction. Ça nous rassure, nous les femmes. Si l'aidant n'est pas le conjoint, eh bien, ça sera un enfant qu'on va dire un enfant désigné. Et là, vous pouvez observer dans toutes les fratries, et vous, si vous êtes concerné, vous allez vous reconnaître. Dans chaque famille, on peut avoir 10 enfants, il y en a un qui sera l'aidant. Il sera l'aidant parce qu'il va habiter à côté, parce qu'il aura un métier, il est dans le métier, hein, il est dans le médico-social, dans la santé, dans le social, il est ou bien dans l'enseignement et on va partir du principe qu'il a le plus de temps pour s'occuper de ses parents, parce qu'il a des liens privilégiés avec ses parents ou parce que ses parents attendent de lui aussi de manière même non dite, hein, non verbalisée, c'est lui qui va s'occuper des parents. La société a un ensemble de normes comme ça qui fait que, en fait, on ne choisit pas vraiment d'être aidant, on le devient et on apprend à faire au fur et à mesure du développement de la pathologie. Justement, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces aidants? Eh bien, ces aidants vont commencer par donner un coup de main pour les courses, un petit coup de main pour le ménage, et puis on fera un dossier ou deux. On va devoir faire entrer à domicile des professionnels qu'il faudra coordonner. Il faudra emmener aux consultations, en rendez-vous, et puis s'il y a des troubles cognitifs, l'aidant sera de plus en plus présent pour assurer cette vigilance, cette sécurité, vérifier que tout se passe bien. Il sera là aussi l'aidant pour remonter le moral de la personne qui va pas bien et on va jusqu'à des aidants qui seuls assurent des soins d'hygiène et de confort. On va parler de charges objectives et de charges subjectives. Et ça, c'est respecté pour tout à chacun. On entend parfois des aidants dire, ben, oui, mais moi, j'en fais pas tant. Je fais pas, c'est pas comme les autres. J'en fais pas autant. Alors moi, j'ai le droit à rien. J'ai pas le droit de me reposer. J'ai pas le droit de. Eh bien non. Parfois, objectivement, on a des aidants qui sont très, très investis dans leur rôle et qui vont, eux, plutôt bien. Et quelquefois, on a des aidants
qui ne sont pas d'accord avec le fait de jouer ce rôle-là et qui sont embringués dans une relation qu'ils n'avaient pas choisie. Et on a l'impression qu'ils en font moins, mais ils le vivent très mal. Et pour être aidant, on n'a pas besoin de se justifier en disant, moi, je fais plus que les autres et je fais beaucoup de choses. Tous les aidants ont le droit d'être aidés et d'être accompagnés. Pour autant, c'est pas facile pour un aidant d'accepter de l'aide. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on peut avoir un rôle d'aidant déjà sans le savoir. C'est-à-dire qu'on est on n'est pas au courant des aides disponibles. Et on est rentré dans un processus qui dit bah, c'est mes parents, c'est normal, c'est à moi de m'occuper d'eux. On est mariés pour le meilleur et pour le pire, ça c'est notre boulot. Et puis, on a aussi des freins logistiques à l'acceptation de cette aide. Ça va coûter cher, je n'aurai pas les moyens. Et puis, il y aura plein de monde qui va rentrer à la maison, il faudra coordonner tout ça, j'aurai encore plus de boulot. Puis moi, je n'ai pas vraiment envie qu'on me voit en pyjama le matin quand on a une aide à domicile qui arrive. Et puis, de toute façon, je ne sais pas où ça se passe, et puis je ne sais pas comment il faut faire. Ça, c'est le vernis logistique. Et d'autres freins psychologiques à accepter de l'aide. Posez-vous chacun la question, est-ce qu'on serait prêt à accepter cette aide? Effectivement, on va dire, mais ouais, mais c'est normal, normalement, c'est à moi de m'occuper de mon proche. Toutes les femmes, elles sont capables de faire ça, et pourquoi un homme ne serait pas capable? On culpabilise. Si on ne sait pas faire soi-même, on va dire, ben, je ne suis plus en capacité d'eux, ou je ne sais pas faire, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Et puis, ça me stresse de laisser mon proche tout seul avec quelqu'un. Je ne sais pas ce qui va se passer quand je ne suis pas là, ce qu'il va dire. Et puis, il va y dire ou faire des choses que les autres, que la personne qui est là va peut-être aller dire dans le village, aux voisins. J'ai un peu honte qu'ils voient ma maison, qu'ils voient les troubles du comportement de mon proche. Et de toute façon, c'est à moi de le faire puisque je suis mariée, puisque c'est mes parents. Un aidant, il a aussi, surtout pour des femmes, hein, il est aussi confronté au fait de voir que les rôles sont inversés. Il y a toute une époque, c'était l'homme qui prenait les décisions, qui faisait les comptes, qui avait le permis de conduire, qui gérait la maison. Et là, pour une femme, devoir prendre ce rôle-là, c'est un peu comme si elle trahissait son mari. Et donc, faire confiance et déléguer ces missions-là à un tiers, ça peut être parfois très compliqué. Pour autant, accepter de l'aide, c'est quand même important parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on étudie les conséquences de cet accompagnement. Cette spirale va mettre des semaines, des mois à survenir, mais c'est quelque chose dont on a du mal à s'extraire. Marie, si vous voulez bien passer la slide suivante. Merci. On va retrouver du coup des conséquences médicales. Bien souvent, les aidants vont négliger leur propre santé parce que pour eux, le patient, c'est l'autre, c'est pas eux. Et de toute façon, ils doivent tenir le coup. Donc, c'est parfois tentant de ne pas aller se soigner et de ne pas aller vérifier qu'on va bien. Comme ça, c'est un peu la politique de l'autruche en disant de toute façon, je dois tenir le coup. Mais néanmoins, on va observer une diminution des capacités immunitaires chez les dents, un épuisement physique. Je vous assure qu'il est possible de voir encore en 2023 des aidants qui peuvent maigrir de 10 kilos en 6 mois, tellement ils sont épuisés physiquement. On observe des troubles du sommeil qui peuvent potentiellement générer des hospitalisations en urgence et une surmortalité chez les dents par rapport au reste de la population générale. On observe également des conséquences sociales avec un isolement social et familial. L'aidant va s'enfermer dans cette relation fusionnelle avec son proche en disant « mais de toute façon, c'est à moi de faire » et je vais fermer ou aussi on a nettement moins de réseau social, hein, on ne va pas se mentir, quand on est malade et
Et que quand on est bien portant, riche et bien portant, on va dire, hein, ça c'est dans tous les milieux, hein. Donc, on va observer cet isolement social de plus en plus accru parce que la fatigue, elle va faire ça demande beaucoup d'énergie pour sortir de chez soi, pour entretenir des relations. On va observer également du retard dans les démarches administratives, un impact sur, je vous l'ai dit, ou la scolarité ou la vie professionnelle, alors que les aidants ont envie de continuer de travailler. Pour eux, c'est même une bouffée d'oxygène. Mais pour autant, quand il faut gérer des absences de professionnels qui interviennent à domicile, des consultations, des troubles du comportement, des jours où ça ne va pas, eh bien forcément la tentation est grande bah, d'être absent de son travail. Alors je dis la tentation comme si on le choisissait. Je mesure mes mots, hein, c'est souvent un choix par défaut, hein. Et puis on va générer aussi des entrées en institutions non désirées. En termes psychologiques, là aussi, chez les aidants, on observe de l'anxiété, de la dépression, un manque de recul par rapport à la situation. Tout prend une importance de plus importante, hein, tout est majoré, puisque l'épuisement psychologique fait qu'on n'arrive plus à reprendre sa respiration parfois et à sortir de la tête de l'eau. Donc ça, c'est des conséquences qui sont observées et tout l'intérêt, c'est d'essayer d'éviter tout ça. Malgré tout, si on observe ce que font les aidants, on sait qu'aujourd'hui, les aidants, quels que soient les plans d'aide, assurent 80% de l'aide nécessaire au maintien à domicile de leurs proches. Hop, on va y retourner. Voilà, voilà, on y est. Et du coup, même si vous avez un plan d'appât de 3 heures par jour, et je vous assure que c'est assez rare, hein, c'est pas tout le monde, eh bien moi je dis à toutes les institutions, hein, je le répète, même si les aidants ont 3 heures par jour, il reste 21 heures sur 24 à gérer, ce qui est énorme, hein, donc ce bénévolat, en fait, il est conséquent en France. Et je dirais même c'est tout notre système de santé qui repose sur ce bénévolat. C'est Serge Guérin, le sociologue, qui avait calculé que si on payait au prix d'un service à domicile les aidants familiaux, ça équivalerait à peu près à 164 milliards d'euros par an à la France. Vous imaginez bien qu'il n'y a aucun gouvernement qui va impulser cette dynamique-là, qui va pouvoir payer. Donc, aider les aidants aujourd'hui, c'est pas un vain mot de dire que c'est un enjeu de santé publique. Et c'est pas parce qu'on est tombé en amour sur les aidants, hein, comme diraient nos cousins québécois, mais c'est bien parce que l'enjeu sociétal est très important. Je rassure tout le monde, tous les aidants n'ont pas besoin d'être aidés, hein. Beaucoup vont bien, heureusement, beaucoup arrivent à trouver un équilibre de vie et bien heureusement, hein. Donc ça, c'est important aussi parce que je vous ai dressé un portrait là qui n'est pas très gai, avec des chiffres qui peuvent renvoyer le fait qu'on n'est qu'au début du problème. Et c'est vrai, hein, avec le vieillissement démographique, ça sera une espèce de tsunami qui va arriver, hein. Voilà ce que je voulais vous dire sur le contexte. Après, je continuerai sur l'aide aux aidants. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on en a une qui vient d'arriver dans le chat. Comment expliquez-vous que les personnes âgées fassent plus appel à des aidants familiaux qu'à des aidants professionnels? Alors, les personnes âgées, vous savez, on fait l'école ménagère. Quand je vous disais que les femmes au foyer, la génération des femmes au foyer, ce sont des excellentes ménagères. Elles sont des cuisinières hors pair, des couturières, elles font le ménage au carré, elles repassent les draps au carré. Quand on fait intervenir des aidants professionnels, ils ne retrouvent pas la qualité de ce qu'eux étaient capables de faire. Et ce n'est pas un reproche, c'est un état de fait. On n'apprend plus.
euh, à être aussi perfectionniste. Alors, parfois, on se dit, bah, moi, ce que je fais moi, c'est mieux fait qu'une tierce personne. Parce que moi j'entends, bah oui, il faut attendre que les coins arrivent au centre pour être lavés. Enfin, tout ce que vous connaissez probablement par cœur. Hein, je discrédite pas les SAD hein, du tout. C'est pas ça que je veux dire. Mais force est de constater, c'est qu'on n'a pas le même niveau d'exigence dans l'entretien du domicile que ces femmes avaient eu. Ça, et laisser rentrer des professionnels qui savent pas faire qui ne savent pas forcément cuisiner non plus, c'est compliqué. Et alors, oui, je vois les aides à domicile n'ont pas le temps. Eh bien, je suis bien d'accord. Et c'est un vrai sujet. Ne croyez surtout pas que je discrédite ces métiers qui, pour moi, ont largement besoin d'être revalorisés et financièrement et dans les représentations sociétales. Sans ces métiers-là, on ne tiendra pas le virage domiciliaire qui nous attend. C'est vraiment important, ça. Et c'est un sujet. C'est un sujet. Merci D'autres. Nathalie pour cette première partie et cette réponse à cette question. Il semblerait que nous n'en ayons pas d'autres pour le moment. Donc, je vous propose qu'on continue et puis nous traiterons les questions dans un second temps s'il y en a. Merci. Parfait. Je continue donc avec l'aide aux aidants. Alors, plein de services sont là pour aider les aidants. Hein. Vous allez avoir les clics, les relais autonomie, les SAD, les SIAD, les SPASAD, les ESPRAD, les ESAD, l'HAD, le DAC, les réseaux de soins gérontologie. Et puis tout ça, vous pourrez les financer avec des CESU, des mandataires, des prestataires sur fonds propres, avec l'aide du département, des dossiers, vous ferez des dossiers APA, PCH, vous demanderez de l'aide sociale, vous demanderez de l'aide à l'assurance maladie, à la caisse de retraite ou à vos contrats de dépendance. Bref, vous imaginez que ô combien c'est compliqué. Je rassure tout le monde, même les professionnels sont largués tellement ça change vite. Donc, vous imaginez un aidant qui au quotidien est avec son proche et qui, de surcroît, ne va pas forcément bien dormir, va être complètement épuisé et on le lance dans cette jungle de services qui est vraiment très, très compliquée. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on a rajouté? Des plateformes d'accompagnement et de répit des aidants familiaux. Alors ça, c'est le nom qu'on nous a donné dans le plan Alzheimer 2008-2012. Alors imaginez, on est parti d'une page blanche et on nous a dit, notamment l'ARS qui finance nos structures, vous allez accompagner les aidants familiaux qui s'ignoraient à l'époque, dont on n'entendait parler nulle part. Et puis, vous allez vous appeler les plateformes d'accompagnement et de répit des aidants familiaux. Eh ben, je vous prie de croire qu'on a sorti les rames pour essayer de se faire une place dans ce paysage médico-social. Du coup, nous, on a appelé notre plateforme Maison des aidants. Mais vous allez retrouver aussi des relais des aidants. Vous allez retrouver des structures qui ont gardé le nom de plateforme, le nid des aidants. Vous allez trouver des noms complètement différents. Pour pouvoir nous retrouver, puisque sur les Hauts-de-France, on est 47 structures, 24 sont dédiées aux aidants des personnes âgées et 23 sont dédiées aux aidants des personnes en situation de handicap. Pour pouvoir nous retrouver, on a créé un site qui s'appelle soutenirlesaidants.fr. Vous noterez la commune d'habitation et vous aurez accès directement aux coordonnées de la plateforme de répit de votre territoire, à son offre de services, et vous aurez des MOOC en ligne. Des MOOC, c'est des formations sur la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, la sclérose en plaques et sur les troubles du spectre autistique pour les plus jeunes. Nos structures, je vous ai dit, émanent du plan Alzheimer, mais elles ont été confortées dans le plan des maladies neurodégénératives, si bien qu'aujourd'hui, on s'ouvre à toutes les personnes, à tous les aidants des personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie et sans condition d'âge, à toutes les maladies neuroévolutives. Nos missions ont été dernièrement aussi
entériné par le ministère de la Solidarité et de la Santé, qui nous affirme comme pilier de l'offre de répit sur les territoires. Et le dernier plan Agir pour les aidants demande à tous les départements de développer des plateformes de répit. Sauf que nous, on est déjà bien garnis, on est déjà en avance. Notre public, je vous ai dit, les aidants des personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie, quelle que soit la maladie, et sans limite d'âge, les maladies neuroévolutives. Qu'est-ce qu'on fait chez nous? Eh bien, vous allez arriver sur une plateforme parce que vous allez être orienté par des professionnels ou par le bouche à oreille d'autres aidants. Quand vous arrivez chez nous, vous allez avoir un entretien au cours duquel vous allez pouvoir parler de votre situation. Et nous, on va chercher à savoir avec vous si vous êtes en difficulté parce que vous avez besoin d'informations, qu'elles soient médicales, juridiques, administratives. Est-ce que vous avez besoin de formation sur la pathologie de vos proches? Est-ce que vous avez besoin de soutien psychologique? Est-ce que vous êtes épuisé, vous avez besoin de répit? Ou est-ce que vous êtes isolé et vous avez besoin de lien social? Une fois qu'on aura fait ce premier diagnostic, on va vous orienter vers ce que nous, on propose à l'interne, mais aussi vers tout ce que nos partenaires sur le territoire proposent. Et ensuite, on vous appellera régulièrement pour prendre de vos nouvelles. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez venir autant de fois que vous voulez. On vous orientera vers les structures spécialisées et on proposera, comme je vous ai dit, des formations. Pour le soutien, nous avons des psychologues qui proposent des soutiens psychologiques gratuits, puisqu'on est financé par l'Agence régionale de santé. Il y a des groupes de partage aussi d'analyse de pratique. Pour les loisirs, chaque plateforme, en fonction de ses moyens, va proposer du chant choral, des ateliers cuisine, des goûters, des séjours de vacances, des sorties, on a un petit peu de tout. Et si vous êtes épuisé, eh bien là, on va pouvoir vous proposer du répit. Et là, on peut avancer sur la slide d'après. Du répit, pourquoi? Parce que aider un proche, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et si on veut éviter de s'épuiser, si on veut rester longtemps, le plus longtemps possible à la maison avec son proche, eh bien, il faut savoir faire des pauses. Et sinon, on a des ruptures de parcours et on arrive à des situations d'urgence. Il est essentiel de prendre du temps pour soi, pour réduire le stress et l'anxiété et pour reculer l'entrée en institution. Je dis souvent, c'est comme si on voulait aller en vacances dans le midi, puis on se fait le plein à Lille et puis on se dit, eh ben, on verra bien jusqu'où on arrive. Non, eh ben, il y a des pauses à faire. Et le fait de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, de s'ouvrir aux autres, ça va permettre aussi de recharger ses batteries pour accompagner le plus longtemps possible son proche. Et ça permet aussi aux proches d'être en contact avec d'autres personnes, d'avoir d'autres liens sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dans notre caisse à outils répit? Eh bien, au niveau des structures, des plateformes de répit, on va proposer du répit comme du yoga, de la sophrologie, du qigong. Ça, c'est propre à chaque plateforme en fonction de ce qu'elle veut mettre en place. On va proposer du répit avec des orientations vers les accueils de jour du territoire, les accueils temporaires, hein, les séjours de vacances, ou même chez des accueillants familiaux. C'est un nouveau métier hein, où on peut accueillir chez soi à la journée ou pour plusieurs jours une personne en perte d'autonomie. Et puis, on a aussi du répit à domicile. Dans les plateformes de répit, on a des salariés dont c'est le métier d'aller relayer les dents pour quelques heures. Alors, en fonction des structures, ça varie de 2 heures à 10 heures consécutives. En général, c'est pas cher quand c'est organisé par la plateforme de répit, sauf qu'on a des équipes toutes petites pour faire ça et qu'on peut proposer ça de manière très ponctuelle. C'est pourquoi, quand on a des aidants qui veulent du répit régulièrement, je sais pas, tous les mardis pour aller à la piscine ou pour partir en week-end
ou pour prendre 15 jours de vacances, eh bien là, on a la chance d'avoir sur notre région le dispositif Bulder qui va prendre le relais et qui va permettre de prendre ce répit qui est tout à fait régulier. Et après, je passerai la main à Léa qui va vous expliquer comment fonctionne ce dispositif Bulder. Du coup, est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement des plateformes d'accompagnement de répit? Est-ce que vous nous connaissiez déjà? Alors, on a quelques questions qui nous ont été remontées. Donc, la première, comment gérer la non-reconnaissance de l'aidé pour son aidant? Ah, alors, s'il a des troubles cognitifs, ça c'est très compliqué parce que quelqu'un qui a, alors j'imagine si c'est une maladie d'Alzheimer, un des symptômes de la maladie, c'est de ne pas savoir qu'on est malade. Ça s'appelle l'anosognosie. Du coup, comme il n'est pas malade, il ne voit pas pourquoi on vient l'aider. Donc, l'aidant, il se fait rabrouer tout le temps. Euh, il est important pour l'aidant de faire une formation sur la maladie d'Alzheimer parce que bien souvent, les aidants ont un comportement engagé, mais parfois qui peut être contre-productif parce qu'il n'a pas, compris la pathologie. La maladie d'Alzheimer, c'est vraiment compliqué. S'il y avait grand 1, il y arrivera ça, grand 2, il y arrivera ça, grand 3, on passera par là, ça serait beaucoup plus simple. Même les médecins n'ont pas de boule de cristal. Donc, il faut, à chaque trouble du comportement, il faut se réhabituer. Sauf que l'aidant, il ne sait pas si c'est un trouble du comportement ou si c'est un saut d'humeur. Du coup, il doit comprendre que l'aider, il ne peut pas revenir dans notre réalité. Partez du principe que l'aider a toujours raison. Et ça, c'est pas facile, surtout quand on est épuisé, de jamais remettre en question ce que le patient vit. Et ça demande de prendre beaucoup sur soi parce que l'aidant, il est jamais reconnu. Il n'est pas reconnu par son proche, mais il n'est pas reconnu par les professionnels, il n'est pas reconnu par le médecin, il n'est pas reconnu par ses amis, sa famille ou la boulangère à qui il dit qu'il n'en peut plus. Et ça, c'est un vrai problème. La non-reconnaissance des aidants, c'est ce qui fait souvent craquer les situations. Merci pour cette précision. On a aussi donc une autre question. En ma qualité d'aidante, je note que les démarches auprès des établissements bancaires et fiscaux deviennent difficiles car pas de prise en compte de l'aide pour le compte de l'aidé. Comment contourner le problème? Alors, ça passe parfois par des tutelles et curatelles hein, ou des procurations qu'on peut anticiper. Hein, même, on n'est pas obligé d'attendre que ça marche pas bien, qu'on ait des problèmes de santé, hein, mais dans les familles. Mais la tutelle et la curatelle peuvent vous aider. Alors, en allant voir la banque, en expliquant la situation, parfois il y a des procurations qui sont faites comme ça. Mais n'hésitez pas à demander à être tuteur familial. Maintenant, il y a des organismes pour vous accompagner et à qui vous pouvez poser ces questions-là parce que la protection, c'est aussi quelque chose d'important. Si vous avez un proche qui fait attention, qui signe pas n'importe quoi ou qui est pas trop vulnérable, ça va. Mais on n'est pas dans un monde de bisounours, hein. On a des démarcheurs à domicile qui, sans scrupule, peuvent faire signer des contrats il n'est pas rare de voir des personnes qui ont des troubles cognitifs avoir 10 forfaits de téléphone ou de mutuelle ou avoir acheté ou être dans des galères administratives et financières parce qu'ils ont signé et que tant qu'ils ne sont pas sous protection juridique, eh bien leur signature a de la valeur. Et donc après, ça demande des démarches complémentaires. Alors oui, je vois la demande d'habilitation familiale, oui, bien sûr, hein, on a plusieurs mesures qui sont plus ou moins lourdes qu'on peut mettre en œuvre. Il ne faut pas hésiter à les mettre en œuvre pour protéger son proche, en tout cas. Très bien. Merci pour ces précisions. Alors, il y a effectivement des personnes qui ont réagi sur le fait que
elles ne connaissaient pas les plateformes de répit ou qu'ils ne connaissent pas le dispositif Bulder. Donc, le dispositif Bulder va vous être présenté dans quelques instants par Léa. Une question également qui est posée, l'habilitation familiale n'est-elle pas la meilleure solution? Oui, c'est une solution qui est assez souple et assez simple et qui peut être aussi ponctuelle, hein, par rapport à certains actes. C'est vraiment propre à chacun et en fonction de la situation du patient. Si c'est quelqu'un qui a des envies de sortir tout le temps avec sa carte bleue, il vaut mieux enlever carte bleue, chéquier, même laisser une petite somme d'argent pour pas frustrer, hein, euh, mais il y a des gens qui sortent jamais de chez eux, qui n'ont pas forcément besoin de protection juridique, et on n'est même pas obligé d'aller jusqu'à l'habilitation familiale. Ça dépend vraiment mais l'habilitation familiale, c'est une mesure assez simple à faire. On peut se renseigner au tribunal administratif et on vous envoie des dossiers euh, voilà, mais c'est difficile de conseiller comme ça de manière globale, hein, ça dépend vraiment de la situation de chacun et des risques potentiels de là où on habite, du nombre de personnes qui viennent démarcher. Enfin, il y a beaucoup de choses qui viennent en ligne de compte. Effectivement, donc n'hésitez pas en cas de problématiques plus personnelles et plus individuelles, hein, aussi de vous rapprocher des services qui sont là pour vous accompagner, Ouais. et notamment d'aller chercher aussi de l'information auprès de Ouais, ces services. ouais, alors je vois Christian qui nous dit que effectivement, quand le tuteur il a tout pouvoir et la personne n'a plus du tout accès à ses comptes, là c'est la mesure extrême, hein. Mais il y a des mesures intermédiaires entre l'habilitation familiale, la curatelle renforcée, la tutelle. Voilà, il faut vraiment aller oui, bah, voir des assistantes sociales ou voir les points d'info famille pour les tuteurs familiaux qui vont voir avec vous par rapport à votre situation la mesure la plus adaptée. Merci Nathalie pour toutes ces précisions. Alors, on va laisser la parole à Léa qui va justement nous présenter le dispositif Bulder. Bonjour à tous, je me présente Léa Chitecat, je suis responsable de secteur de Bulder pour la Somme. Parce que donc comme vous allez le voir tout à l'heure, un Bulder c'est un dispositif qui s'étend tout doucement sur le national. Mais en tout cas voilà, moi aujourd'hui je viens vous représenter l'intégralité donc du service Bulder en partant de mon expérience de terrain sur Bulder Somme. Alors, donc, je vais aller très très vite sur ce qui est la reprise de chiffres et tout ça parce que Nathalie l'a très bien fait. Donc, du coup, voilà, je voudrais pas être trop redondante dans les propos. Mais voilà, pour recontextualiser, donc on a dit entre 9 et 11 millions de personnes qui aident à titre non professionnel une personne en perte d'autonomie, que ce soit donc des personnes fragilisées par l'âge, par la maladie ou par le handicap. Et du coup, au niveau donc de ces personnes, vous avez 4 millions qui consacrent entre 4 et 5 heures par jour. Donc ça peut être pour dispenser des soins d'hygiène, de confort, des rendez-vous médicaux, accompagner à la vie sociale aussi. Enfin, toutes ces missions-là, si on les met bout à bout, donc ça fait en moyenne 20 heures par semaine qui sont consacrées à s'occuper des tâches qu'un proche n'est plus en capacité de faire. Et donc ça, parfois, couplé à une activité professionnelle notamment, ça peut conduire à de l'épuisement, donc que ce soit de l'épuisement physique, de l'épuisement moral. Donc là, les chiffres, vous voyez que vous avez 33 personnes des aidants qui sont retraitées, mais que vous avez quand même 51 personnes, 51% pardon, des aidants qui sont encore en activité. Du coup, pour ce faire, malgré le fait que ce rôle procure, on va dire, un sentiment de fierté, parce que, enfin voilà, c'est vrai que aider son proche, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, c'est gratifiant dans le sens où, voilà, on le fait par amour, on le fait parce qu'on on se sent en
on va dire, en devoir de le faire, même si effectivement on met un point de vigilance sur le fait qu'il est important de faire attention à soi et de prévenir son épuisement. Vous avez quand même 66% des aidants en moyenne qui se sentent valorisés par ce statut. Mais il n'empêche que, comme vous l'a dit Nathalie tout à l'heure, il est important de s'octroyer des petits moments de pause et de faire attention à sa propre santé, à son propre épuisement. Donc pour ce faire, vous avez la MSA qui a créé un outil en fait d'évaluation, donc qui s'appelle l'échelle de l'aidant. C'est la slide juste après, voilà. Excusez-moi, je vois que le temps de question est passé. Je pense qu'on pourra y revenir juste après, mais bon, voilà, là c'est vraiment une reprise de ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, vous avez, alors là, on le voit en tout petit, mais si vous allez sur le site de la MSA dans la rubrique Suis-je aidant, se reconnaître en tant qu'aidant, vous pourrez la voir en un petit peu plus grand. Et en fait, cet outil, il est intéressant parce qu'il se divise en 3 niveaux, hein, qui va donc du vert jusqu'au rouge. Et en fonction des missions que fait l'aidant auprès de son proche, ça permet de pouvoir prendre du recul, ça permet de pouvoir se situer en se disant, bon bah voilà, là, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment que moi qui peux prendre en charge mon proche, il n'y a que moi qui peux m'en occuper et je ne m'autorise pas à prendre du répit. On voit là que c'est le dernier échelon de cette échelle où là, on est dans le rouge, c'est-à-dire que c'est pas dramatique, mais il faut commencer à se poser des questions de si il serait pas judicieux de demander de l'aide ou en tout cas de se rapprocher d'une plateforme de répit ou bien d'un travailleur social ou autre pour en parler et pour faire un petit peu le point global sur sa situation. Parce que c'est vrai que quand on est dans une relation d'aide, bah, c'est pas toujours facile de prendre du recul. Donc, vous avez pas mal de petits outils comme ça qui sont accessibles en ligne et dont il faut se saisir pour faire le point sur sa situation. Voilà. Alors, Alors Charlotte, c'est une expérience unique. ça va. En fait, je l'ai appris. Mince. C'est tout bon. Ok. La vidéo s'est lancée un petit C'est peu bon? plus tôt. C'est tout bon. Ok. Alors du coup, pour prévenir justement cet épuisement et pour permettre aux aidants de prendre du répit, une histoire de souffler un petit peu, de se recentrer un petit peu sur soi-même, de vaquer à ses occupations pour après reprendre un accompagnement un petit peu plus, on va dire un petit peu plus apaisé quoi, avec son proche. La MSA, donc la Mutualité sociale agricole, hein, qui correspond au régime de protection sociale du monde agricole, s'est penché sur la question. Et ils se sont demandé justement quel dispositif hein, ils allaient pouvoir mettre en place justement pour permettre à l'aidant de souffler un peu, tout en maintenant la personne aidée dans le cadre sécurisant de son domicile. Parce qu'il faut savoir que oui, une solution de répit, vous en avez pas mal. Vous avez des solutions de répit dans des établissements, vous avez des solutions de répit également à domicile, parce que chaque personne accompagnée ne veut pas forcément quitter le cadre sécurisant de son domicile. Donc du coup, au niveau de la MSA, ils se sont penchés un petit peu sur ce qu'ils allaient faire et ils ont trouvé une solution donc inspirée du Québec, hein, inspirée du Canada, qui s'appelle le baluchonnage. Et ils se sont dit donc qu'ils allaient s'inspirer de ce concept pour le reproduire en France, donc sous la forme du relayage français et donc du dispositif Bulder. Donc là, vous voyez un petit peu au niveau du national la couverture hein, de ce dispositif. Alors qui, on va dire, à partir de 2024 n'est plus tout à fait, ne sera plus tout à fait réel dans le sens où vous avez d'autres services Bulder qui vont être ouvertes, hein. Donc ça c'est pareil, il faudra que vous alliez sur le site, donc le site Soutenir les aidants ou autre pour avoir un aperçu des nouveaux services Bulder qui vont arriver. Mais voilà, en tout cas, c'est un service qui a ouvert dans les apps en 2011 et qui ne cesse de s'étendre.
Alors, en quoi ça consiste justement Bulle d'air? Donc, je vais vous laisser avec une petite vidéo qui illustre l'émission que nous on propose au niveau de Bulle d'air, mais aussi au niveau du relayage en général, que ce soit aussi le relayage des plateformes. Donc là, c'est vrai que c'est un film qui a été tourné dans le Nord-Pas-de-Calais justement, hein, voilà le département de Nathalie, mais qui illustre le relayage en général et qui illustre aussi cette relation aidant-aidé. Donc voilà, cette dyade en fait et tout l'amour qu'on peut y voir à travers ce rôle. Alors, juste avant de lancer la vidéo, on a une question qui est intéressante à traiter, je pense, dès maintenant dans le chat. Est-ce que Bulle d'air est reconnu uniquement justement pour les assurés MSA ou alors pour d'autres assurés aussi? Je pense que c'est important de le préciser dès maintenant. Tout à fait, c'est une très bonne question. Alors, le service Bulle d'air n'est pas réservé qu'aux ressortissants MSA. C'est porté par la MSA, donc vous avez des aides financières qui peuvent être dispensées par la MSA, mais il faut savoir que c'est un service, une association qui est ouverte à tout le monde et vous avez de toute façon de la prise en charge de tout type de caisse de retraite, mais on va en revenir après, mais c'est une très bonne question. Merci. Alors Charlotte, c'est une expérience unique. En fait, je la pressens, je la devine. Tous mes gestes passent à travers Charlotte, comme si nous ne faisions presque qu'une seule personne. C'est comme si je n'avais plus de vie à moi toute seule. Et ça peut devenir dangereux parce que l'une sans l'autre, on serait perdu. Alors, tu te souviens de ce qu'on va faire aujourd'hui, Charlotte? Oui? Bon, aujourd'hui, c'est l'association du LUDER qui t'offre la possibilité d'avoir une personne qui va prendre le relais de tout ce que fait maman avec toi. Et voilà, nous arrivons. Bonjour, tu vas bien? Voilà, c'est avec Logan que tu vas passer la journée? Oui? Donc ce matin, elle était un petit peu angoissée Ouais. au réveil. Bah, tu connais pas, hein. Voilà, elle a tendance, quand elle mange, à mettre la tête en arrière. Donc ça, n'hésitez pas à la solliciter pour qu'elle redresse sa tête. D'accord. En fait, il faut tout de suite qu'il y ait des atomes crochus. Hein. Et en général, c'est les garçons. Elle aime bien les garçons. Les garçons. Oui. Alors, je vais te quitter, ma grande. Je m'en vais m'occuper de moi. Tu veux bien? Oui? Tu me fais un gros bisou? À tout à l'heure. Oui. Au revoir. Quand on est parent d'un enfant comme Charlotte, physiquement, c'est quand même une charge très très lourde, qui ne vous quitte jamais. Et on a besoin chacun d'avoir aussi un peu de temps à soi. Bulle d'air, c'est une association qui va proposer des séjours de relais avec des relayeurs. Et c'est vrai que moi, ça m'a toujours attiré. Quand je rentre le soir chez moi, je suis content, je me dis j'ai réussi à accompagner une personne, à lui faire développer des capacités ou ce genre de choses, voilà. Allez, au boulot. C'est pas moi qui vais faire tout le gâteau, hein. Super. Tu veux une cuillère? Est-ce que tu veux casser l'œuf? Tu tentes ou pas? Non. Hein. Si demain je ne peux plus physiquement m'en occuper, mais il faut que je puisse déléguer ma confiance. Je ne suis pas certainement la seule à pouvoir lui apporter du bien-être dans la vie. Bien, t'as vu, il y a des grands lacs. Tu peux me baigner avec les poissons? Merde. Ça va, ma puce? T'as passé une bonne journée? Oui. Pour demain? Demain, tu veux voir Logan. Tu peux t'arranger avec lui. Tu n'as pas son téléphone. Comment on fait? Hein? Je vous ai dit de vous méfier. Hein. Essayez, c'est adopté avec Charlotte. Hein. À bientôt. Charlotte, c'est une partie de moi-même. Elle est dans le prolongement de mon cœur. Et en même temps, elle me fait beaucoup de bien parce que lui apporter justement du bonheur, c'est quelque chose d'énorme. Tu m'aimes? Oui.
Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport au film qu'on vient de voir. Moi, pour ma part, juste en 2 mots, je trouve que c'est un film, encore une fois, qui illustre très bien nos objectifs, hein, au niveau du répit, dans le sens où, voilà, on voit vraiment donc, tout l'amour que la maman a pour sa fille, toute la fierté aussi de son accompagnement, le fait que ça lui apporte aussi beaucoup de choses positives, mais le fait qu'elle est quand même contente de prendre un petit peu de temps pour elle, de souffler, de vaquer à ses occupations et de retrouver après sa fille, qui elle aussi est contente d'avoir eu l'accompagnement donc de Logan, le relayeur, voilà, qui lui a fait faire des peut-être différentes choses que ce que propose d'habitude sa maman. Et donc, le relayeur, qui est très content d'avoir pu mettre ses compétences à disposition, bah, voilà, pour permettre à la maman de s'échapper un petit peu et à Charlotte de passer une bonne après-midi. Voilà, et c'est vraiment ça, je pense, ce qui est important de noter dans les solutions de répit, c'est vraiment l'idéal et les objectifs auxquels on tend. Alors, avant d'aller dans le concret de la présentation du dispositif, tout d'abord, on a de belles remarques effectivement sur ce reportage, hein, qui est très émouvant, pardon, et dans le concret du dispositif Bulle d'Air. Alors, on a une question, en plus de la fatigue physique et psychologique, il y a un coût financier pour les dents qui se déplacent régulièrement pour aller au domicile de l'aider ou pour voilà, les soins, etc. Existe-t-il des aides à ce niveau? Bien sûr, tout à fait, tout à fait. En fait, on part du principe au niveau de l'association Bulder qu'on ne peut pas en fait voilà, enlever un problème pour en ajouter un autre. C'est-à-dire que le répit, effectivement, le but, c'est de le prendre en charge le plus possible pour permettre de rendre accessible cette solution à un grand nombre de personnes. Donc, quand on va rentrer dans le concret du service Bulder, je vais vous expliquer. On va passer en revue très, très rapidement ce qu'on peut mettre en place. Mais en tout cas, voilà, le coût de notre association est une préoccupation et vous avez des solutions sur mesure, justement, qu'on évalue directement au domicile pour rendre vraiment accessible le service Bulder à un grand nombre. Si je peux me permettre, Léa, je crois que la question, c'était de savoir si on pouvait dédommager les dents familiales pour ce qu'il fait auprès de son proche. C'est un vrai sujet. Autant le dédommagement de l'aidant familial est possible quand on accompagne une personne en situation de handicap, donc du coup de moins de 60 ans et qui ouvre droit à la prestation de compensation du handicap, suivant des critères très précis. Pour les aidants de personnes âgées, c'est difficile d'avoir un dédommagement. On peut être notifié comme aidant indispensable sur un plan d'aide à pas, mais le financement des frais de déplacement pour aller jusqu'à son proche, je pense qu'il n'y a personne qui prend ça en charge. C'est un vrai sujet, par contre. Excuse-moi, Léa, je me suis permis de compléter ta réponse. Merci Nathalie, oui, je l'avais pas entendu dans ce sens-là. Voilà, j'espère Pas qu'on de a souci. répondu voilà, par cette réponse groupée au final qui. Oui, bah c'est justement ce qui est intéressant aussi, hein, d'avoir différents intervenants autour de cette webconférence pour justement apporter une information qui soit la plus complète possible. Une autre question avant qu'on passe à la présentation du dispositif. Donc, j'ai vu que Nathalie avait aussi apporté des précisions dans le chat. Donc là, on a une question. Comment aider une personne âgée qui s'isole, refuse tout et attend? C'est compliqué. Je pense qu'il faut se faire accompagner par rapport à ça. C'est difficile en tant qu'aidant, des fois, de faire entendre à une personne qui nous est proche, en fait, qu'il faut adhérer à telle ou telle aide. Je pense que c'est un travail, ça correspond donc vraiment au parcours de l'acceptation, que ce soit de l'aidant, mais que ce soit aussi donc de la personne qu'on accompagne. Et effectivement, je pense que c'est petit pas par
petits pas. Et je pense, en tout cas, de par mon expérience de terrain, et je pense que là, pour le coup, Nathalie pourra compléter un petit peu mon propos, mais je pense qu'il est vraiment nécessaire de faire intervenir un professionnel pour justement coordonner un petit peu toutes ces solutions qui peuvent être mises en place, travailler un petit peu sur l'acceptation et décharger un petit peu la relation aidant-aidé de toute cette, on va dire, coordination et tout ce besoin d'acceptation, etc. Après, c'est une excellente question parce que parfois on projette ses propres envies et ses propres besoins sur la personne qu'on accompagne. Et le fait est de dire, mais qu'est-ce qu'elle aimerait de plus? Parfois, il y a des gens qui regardent à leur fenêtre et qui sont bien. Et c'est leur vie et c'est ce qui leur demande de moins d'énergie et ça leur convient et ils ne seraient pas bien du tout dans une dynamique de suractivité. Et donc, c'est ce que permet parfois le relayage, c'est d'avoir une tierce personne qui vient et qui propose une activité ou un temps d'échange qui va couper cette monotonie sans demander trop d'efforts à la personne. Hein, mais effectivement, parfois, il y a des gens qui veulent rien, mais pourquoi c'est pas acceptable pour les dents? Qu'est-ce qui fait, c'est quoi le danger? C'est d'accepter ça. C'est ce qu'on renvoie, on fait ses propres projections. Ça nous semblerait insupportable d'être là toute la journée à attendre, mais pour autant, le l'autre peut aussi bien, s'y sentir bien, quoi, je veux dire, voilà. Merci. Pas prendre Léa, trop je de temps, vous ouais. laisse la parole pour présenter les objectifs de Bulder et le dispositif de façon plus concrète. Alors, de façon plus concrète, ce qu'on propose au niveau de Bulder, c'est un service de relayage à domicile qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, c'est vraiment l'aidant qui choisit le jour et la durée de son répit, en sachant que nous, dans notre label, nous sommes labellisés pour faire du répit à longue durée, c'est-à-dire pour plus de 3 heures consécutives minimum, parce qu'on considère que c'est vraiment le minimum en fait pour vraiment bien se reposer et bien prendre du répit. Par contre, une fois donc que vous avez demandé 3 heures consécutives minimum, ça peut être aussi plusieurs jours d'accompagnement consécutif. Auquel cas, on s'organise pour donc organiser un roulement au domicile d'intervenants pour vraiment voilà, accompagner sur des vraiment plus longues périodes. Ça peut être de façon ponctuelle ou de façon régulière et on s'adresse aux proches fragilisés soit par l'âge, soit par la maladie, soit par le handicap. On prend en charge des enfants à partir de 3 ans, mais ça peut être aussi des personnes fragilisées par l'âge qu'on accompagne. Donc, pour ce faire, on envoie au domicile, on présente à la famille ce qu'on appelle des relayeurs, relayeuses. Donc, où les personnes au domicile ont le choix de leurs intervenants. Nous, on propose des profils qui peuvent être, par exemple, des retraités du médico-social, infirmières, aides-soignantes, aides-soignants, auxiliaires de vie, des étudiants du secteur médico-social, des anciens aidants ou bien des professionnels du secteur qui sont en activité ou non. Ce qu'on cherche, c'est de mettre la bonne personne sur la bonne intervention en fonction de ce que fait l'aidant auprès de son proche, parce que le but de Bulder, c'est vraiment de remplacer l'aidant pendant qu'il s'absente, mais aussi de faire, entre guillemets, matcher les centres d'intérêt pour qu'encore une fois, les centres d'intérêt soient, on va dire, compatibles et puis qu'on puisse avoir un accompagnement vraiment cousu main, vraiment personnalisé. Voilà. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, Bulder, hein? Donc, ça commence par un appel, une première prise de contact. Généralement, donc, soit un professionnel nous appelle pour nous parler d'une solution en disant, bah, écoutez, voilà, peut-être qu'un aidant pourrait être intéressé par cette solution et a besoin de répit. Donc, ça peut être aussi un bénéficiaire qui nous appelle directement pour parler un petit peu de la situation de son proche. Et vous tombez donc sur un administratif de Bulder qui prend vraiment le besoin et qui discute avec vous des solutions possibles.
Ensuite, à la fin de cet appel, si donc l'aidant est d'accord et il trouve la solution pertinente, on a un temps d'évaluation du besoin. Donc on se déplace au domicile pour prendre les besoins, savoir comment accompagner au mieux l'aidant et commencer à réfléchir donc à toutes les solutions financières qui peuvent être mises en place pour prendre en charge le répit et aussi commencer à réfléchir à quel type de profil on peut vous présenter quoi, au niveau du relayeur ou de la relayeuse Bulder. Ensuite, donc suite à ça, on a tout un travail, nous, d'ordre administratif, hein, au niveau de Bulder pour rechercher ce qu'on peut mettre en place, faire les demandes d'aide, hein. C'est vraiment au niveau du service Bulder qu'on s'occupe de demander les aides. On vous réalise et on vous demande les documents nécessaires, notamment à l'octroi du crédit d'impôt. On est tout à fait éligible à avoir le crédit d'impôt, mais entre-temps, vous avez d'autres aides qui peuvent se mettre en place. Et ça, encore une fois, c'est vraiment des choses qui sont très personnalisées et d'où l'intérêt de cette évaluation à domicile pour discuter de tout ça. Et voilà, une fois qu'on a réussi à trouver ce qu'on pouvait mettre en place en termes d'aide, on vous rappelle et donc du coup, là, on passe à la phase 4 de la mise en place, hein, donc de la proposition justement du relayeur, de la relayeuse qui saura répondre vraiment à votre besoin au domicile et qui saura vraiment prendre la place de l'aidant et respecter justement l'équilibre familial qui a été mis en place hein, au domicile. Donc on vous propose ce relayeur-là. Ensuite, on réalise toutes les démarches administratives liées à l'embauche du relayeur, hein, donc la rédaction des documents, la rédaction du contrat de mandat, etc. Parce qu'il faut savoir qu'avec Bulder, donc vous êtes considéré comme employeur. Par contre, pas question qu'on vous fasse faire toutes ces démarches hein, liées à l'embauche. Ça peut être du ponctuel, ça peut être du régulier. On s'occupe vraiment de faire le travail administratif qui correspond et vous êtes vraiment accompagné par le service Bulder. On est vraiment sur une solution de mandataire encadré. Mais ça vous permet d'avoir toujours les mêmes intervenants et de les faire intervenir de façon sur mesure 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On revient au domicile pour vous présenter voilà, l'intervenant. Et pour faire un petit peu les présentations, bien se mettre encore d'accord sur vraiment ce qu'il y aura à faire au domicile pendant votre absence. Et vous pouvez compter également sur une astreinte téléphonique pendant la durée des interventions si jamais il y a quelque chose, une question ou autre qui vous vient. Et suite à ces premières interventions de répit, on s'assure donc de réaliser un suivi, hein, de par des échanges téléphoniques pour faire un bilan avec le relayeur, mais aussi avec les familles pour savoir comment se sont déroulées les interventions et faire un petit peu le point s'il y a besoin de plus d'accompagnement ou autre, ou voilà, en tout cas, savoir si les interventions se sont bien déroulées et si on peut aller plus loin sur l'accompagnement. Voilà. Et donc, le but de Bulder, vraiment pour résumer, c'est de prendre le temps de vivre, de souffler pour mieux vous occuper de votre proche par la suite. C'est vrai que le nom de Bulder, pour le coup, il est assez représentatif de ce qu'on propose. Et donc, voilà, votre proche qui est pris en charge par des relayeurs professionnels du médico-social et un service de qualité qui est régi vraiment par un label au niveau du national, quoi, et qui respecte un cahier des charges assez strict à ce niveau-là. Voilà. Merci Léa pour ces précisions. Alors, il y a eu des questions qui ont été posées au fur et à mesure dans le chat, mais je remercie Nathalie qui a répondu au fur et à mesure dans la conversation. Je vous propose donc que l'on continue parce que le temps file vite et on a encore toute une partie aussi sur l'engagement à traiter après avec Valérie dans le cadre de la journée mondiale du bénévolat qui a lieu donc aujourd'hui. Donc, je vous laisse continuer. Alors,
Très rapidement, hein, moi je voulais faire un petit point par rapport aux conseils pour les nouveaux aidants que nous on a constaté au niveau du terrain. On va aller vraiment très rapidement sur ces petits conseils, mais c'est vraiment il faut que vous preniez vraiment prenez en compte votre besoin d'accompagnement, que ce soit administratif et social pour vous rapprocher des professionnels. Lister les organismes qui peuvent potentiellement vous aider à vous orienter. Après, il faut savoir que quand dans l'accompagnement des aidants, on fonctionne beaucoup avec ce qu'on appelle un système de guichet intégré où vous poussez une porte, bon bah entre partenaires, on se connaît et on est capable de vous réorienter si jamais voilà la solution n'est pas la bonne. Les plateformes de répit font très bien cette coordination, donc n'hésitez pas à aller les rencontrer. Euh, Faites de votre médecin généraliste un allié, parce qu'effectivement, si c'est lui qui peut aussi donner quelques petites pistes par rapport à votre épuisement et à ces petits points de vigilance, ou peut-être vous donner quelques conseils pour mieux accompagner votre aidant pour de façon à vous soulager aussi un petit peu au quotidien. Et surtout, surtout, ne pas rester seul, ne pas hésiter à demander de l'aide et de voir les solutions qui sont envisageables. Alors, Alors, oui. juste pour préciser, Léa, pour repréciser peut-être le délai pour la prise en charge et les démarches pour accéder au dispositif Bulder. C'est une question qui est apparue dans le chat et donc une question également si vous intervenez la nuit, mais donc vous avez bien précisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà, donc la nuit, sans aucun problème par rapport à ça et par rapport au délai d'intervention, dans notre label, on prévoit 10 jours pour intervenir après la première prise de contact. On a noté hein, qu'au niveau des besoins des aidants, ils peuvent parfois être soit un petit peu plus longs ou un petit peu plus courts. On n'est pas un service qui est labellisé pour faire des interventions en urgence. Toutefois, si vous avez une situation voilà, un petit peu urgente auquel on doit répondre, on est quand même capable d'étudier la demande en dessous de ce délai de 10 jours. Mais le mieux, effectivement, c'est de l'anticiper. Et selon, on va dire, la complexité de la prise en charge au domicile, on peut se réserver le droit de prendre un petit peu plus de temps pour accompagner, pour intervenir, pardon, de façon à accompagner de la meilleure des façons possibles, quoi, la famille au domicile. Merci. Alors, si la conclusion de ces deux parties, hein, c'est de surtout ne rester pas seul, préserver un équilibre de vie, c'est vraiment ce qui va vous permettre de tenir dans la durée, dans l'accompagnement de votre proche. Et Valérie pourra vous proposer des tas de choses pour trouver cet équilibre de vie. Et n'oubliez pas, si vous cherchez les plateformes de répit, ça sera sur soutenirlesaidants.fr et vous serez réorienté vers toutes les autres aides du territoire. En tout cas, ne restez pas seul. Et du coup, je passe la parole tout de suite à Valérie parce qu'on a été très bavards, tous nous deux, je pense. Donc voilà, on lui laisse du temps. Bonjour à tous, alors moi je suis effectivement Valérie, je travaille à la Fédération des centres sociaux et je vais vous présenter tout ce qui se fait autour des centres sociaux et des espaces de vie sociale. Alors près de chez vous, moi je suis en Pays Picard, mais ce que je vais vous expliquer, ça fonctionne tout à fait aussi bien en Nord-Pas-de-Calais pour ceux qui seraient du Nord Pas-de-Calais. Alors déjà, vous dire un petit peu comment nous, dans les centres sociaux et les espaces de vie sociale, alors nous, on parle de seniors, tous les seniors, peu importe comment ils se sentent, plus ou moins dépendants. Nous, on a une vision de dire que les seniors, en fait, ils sont jeunes depuis plus longtemps que les autres, en fait. Donc, une belle expérience à valoriser. Alors, je vois que il y a un problème de micro. J'essaie de parler plus fort et plus près de mon micro. J'espère que ça va aller. On vous entend mieux, merci Valérie. Ouais, voilà, je vais Parfait, merci. faire au mieux. Et donc, on considère les seniors comme une ressource. Quand on est en retraite, qu'on a fait ses bons et loyaux services, qu'on a travaillé toute sa vie, en fait, on a encore une belle période de vie, une belle étape de vie qui s'ouvre devant nous et plein de choses à faire. Alors, parfois, effectivement, on a des
des seniors qui n'ont pas forcément envie de se mobiliser, qui restent chez eux. Du coup, nous, notre perception des choses, c'est de dire que cette période de retraite, il faut déjà commencer à la préparer même avant d'être en retraite pour se trouver des choses à faire, une raison de sortir de chez soi et puis se faire plaisir parce que voilà, on est encore en pleine forme de plus en plus. On a la chance d'habiter dans un beau pays où on peut se faire soigner et anticiper justement les questions de vieillissement pour être en forme le plus longtemps possible et faire plein de trucs qu'on n'avait pas le temps de faire quand on était au boulot. Donc nous, les centres sociaux et les espaces de vie sociale sont des structures, il y en a 250 à l'échelle des Hauts-de-France, donc avec un peu de chance, il y en a quand même certainement à côté de chez vous, qui peuvent vous accueillir. Et donc nous, un centre social et EVS, on est pour toutes les tranches d'âge. Et notre cœur de mission, c'est de développer la participation, l'engagement des personnes. Donc, il y a plein d'activités qui sont proposées en fonction des besoins et des attentes des personnes de tous les âges sur les territoires. Donc, nous, on vous invite à venir. Alors, parfois, on représente un centre social ou un espace de vie sociale comme une petite maison où on commence à rentrer parce qu'on vient chercher un service. Donc, voilà, vous êtes en retraite, vous avez envie de faire un atelier couture, un atelier cuisine, de la rando, de la gym douce, vous mettre plus fortement au numérique. Eh ben, on vous accueille dans une dimension de réponse à vos besoins personnels, mais on va vous accompagner aussi au-delà de venir faire votre activité, monter des projets en fonction de ce qui vous intéresse vous et que vous n'avez pas forcément dans votre environnement proche, mais dans lequel vous voudriez au moins participer ou même coopérer pour organiser des choses. Donc, on arrive dans la deuxième partie de la maison qui est la dimension collective. Donc, je fais des choses avec d'autres, en groupe, parce que nous, dans les centres sociaux et les espaces de vie sociale, on est toujours sur une vision collective. Il y a toujours du café, des petits gâteaux, la convivialité. Enfin, ça, c'est un élément aussi important dans les associations. Et donc, on continue à vous accompagner et pour ne plus faire seulement des projets aussi dans votre centre social pour vous, mais aussi dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville, sur votre intercommunalité, si on est peut-être parfois plus sur de la ruralité, pour faire des choses avec d'autres et puis vous impliquer dans les associations de votre territoire. Donc, les centres sociaux et les espaces de vie sociale, c'est vraiment des lieux où vous êtes tous accueillis pour faire ce qui existe déjà ou créer des nouvelles choses. Ça fait partie de nos missions. Alors, pour retrouver les adresses des centres sociaux, on pourra vous le remettre à la fin du diaporama. Il y a soit le site internet de la Fédé du Nord-Pas-de-Calais, soit le nôtre de la Fédé des Pays Picards. Vous avez des cartes, vous avez les cliquer par rapport au lieu à côté de chez vous. Voilà, on peut passer la diapo. Marie, j'essaie de faire vite puisque... La CARSAT Hauts-de-France propose une nouvelle... Alors, donc on a un certain nombre d'activités et là, on va vous proposer un petit film parce qu'on a un partenariat fort depuis quelques années avec la CARSAT, que vous devez tous connaître, qui accompagne aussi les retraités en Hauts-de-France. Donc, on a un dispositif particulier autour de Vivons Retraite qui est plutôt sur la période d'arrivée à la retraite, justement, pour essayer de trouver des choses à faire, réfléchir à cette belle nouvelle étape de vie qui s'ouvre à nous, ce qu'on va pouvoir y faire. Donc, on vous présente un petit film qui vous explique un petit peu ce qu'on peut y faire et je reviendrai un peu là-dessus après. L'offre de services en partenariat avec les centres sociaux et les fédérations des centres sociaux. Son nom, Vivons Retraite, destiné aux personnes qui ont de 6 mois à 2 ans de retraite. Cette offre de services est composée de différents ateliers animés par des professionnels autour de diverses thématiques comme ici le yoga.
On y retrouve la projection dans de nouvelles activités, la santé, les usages du numérique, l'habitat, l'intergénérationnel. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir proposer aux jeunes retraités en petits groupes des conseils personnalisés, des informations générales, les aider à se projeter dans de nouvelles activités, à partager, on va dire, un temps d'échange avec le professionnel et entre retraités pour vraiment engager le processus du passage à la retraite. Ce nouveau service est lancé depuis le mois de juin et 68 centres sociaux sont partenaires de ce dispositif. Aujourd'hui, la CARSAT Hauts-de-France a souhaité recentrer son action avec les centres sociaux autour du passage à la retraite et de vraiment déployer une offre de services en direction de ces jeunes retraités. Ce sont les acteurs qui ont l'habitude de travailler avec les seniors et co-construisent au quotidien des projets, des activités qui répondent à leurs besoins. Ce n'est pas forcément un public qui vient spontanément, mais ce projet justement permet de faire découvrir aux retraités et là particulièrement aux jeunes retraités les centres sociaux et les activités qu'on y propose. Et visiblement, ces jeunes retraités adhèrent parfaitement à Vivons Retraite, à l'image de Chantal, qui a également découvert l'atelier numérique. Moi qui suis connectée, puisque on est tous obligés maintenant, mais je fais de la résistance. Là, ça m'a permis d'ouvrir mon compte Amélie, de regarder impo.gouv, voilà, donc essayer de... Et puis quand on a une problématique, on pose la question et on a la réponse. Donc c'est génial, quoi. Voilà, donc ce partenariat autour de Bienvenue à la retraite avec la CARSAT. Donc là, c'est juste à l'arrivée à la retraite, mais dans les centres sociaux, espaces de vie sociale et dans les associations en général, il y a des actions qui sont aussi proposées en dehors de ce cadre-là pour toute tranche d'âge. Et alors, le film, pourtant, n'est pas vieux, mais à l'époque, on était 68, maintenant, on est 100 centres sociaux sur les Hauts-de-France. Donc, il n'y a certainement pas trop loin de chez vous une structure qui pourra vous accueillir. Et l'intérêt aussi, c'est que vous allez recevoir un message, alors soit mail ou courrier selon, de la CARSAT qui va vous informer aussi des actions qui sont mises en place dans les centres sociaux à côté de chez vous. Donc, je vais peut-être balayer rapidement les diapos suivantes, Marie, sur le contenu de ces ateliers. Oui. Donc, j'en profite juste, Valérie, pour compléter, pour préciser aussi que justement dans les territoires où il n'y aurait pas de centres sociaux ou d'espaces de vie sociale qui sont en capacité de déployer les ateliers Vivons Retraite, la CARSAT des Hauts-de-France mandate aussi Défi Autonomie Senior pour proposer ces mêmes ateliers. Donc, n'hésitez pas aussi, voilà, si vous ne voyez pas une offre en proximité de chez vous, à vous rapprocher de nous. Il y a pas mal d'ateliers qui vont se déployer sur le début de l'année 2024. Je vous laisse la main, Valérie. Oui, et dans les CCAS aussi, on a parfois aussi ces actions. Mais si vous êtes sur la CARSAT et que vous avez un atelier qui va se mettre en route pas loin de chez vous, vous allez recevoir un peu en amont une information qui va vous permettre aussi de vous rapprocher de la structure centre social, défi autonomie service ou CCAS pour pouvoir vous inscrire. Donc avec des modules socles, donc pour tout le monde qui s'inscrit dans ce parcours autour de l'arrivée à la retraite, de faire un point sur ce nouveau projet de vie qui s'offre à nous, toute cette nouvelle étape. Comment aussi on a une entrée santé, mais santé positive, on a parfois des choses qui vont moins bien, mais comment on fait aussi, surtout en prévention, pour rester en pleine forme le plus longtemps possible, et puis partager ce qui nous arrive avec d'autres. Et ensuite, 2 modules complémentaires sur les 5 qui sont décrits en dessous. Alors, on est toujours sur du collectif, de la convivialité. Il y a du café, il y a du thé, il y a des petits gâteaux. On accompagne aussi, tout à l'heure, il y avait des questions. Alors, nous, on n'est pas spécialisés autant que mes 2 collègues sur la question des aidants, par exemple, mais sur un accès de premier niveau du droit
on est retraité, eh ben, vous pouvez aussi vous rapprocher des centres sociaux. On a des liens avec la CARSAT qui permettent aussi, quand le problème devient un peu plus compliqué pour nous, d'essayer de trouver des solutions dans la proximité pour pas que vous restiez seul, parce qu'on a vu que ça pouvait être parfois extrêmement compliqué. Et puis, ça a été aussi évoqué dans le petit film, en plus des ateliers autour du numérique, parce que au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le choix pour avoir accès à ses droits et puis avoir accès à plein d'informations. La preuve aujourd'hui, ce webinaire, d'être connecté, d'être sur du numérique. C'est une ouverture au monde, c'est super, on a accès à plein de trucs. Il y a 2-3 choses à savoir pour pas tomber avec des gens qui seraient un peu malveillants. Mais du coup, ça, on accompagne aussi dans les centres, alors à l'arrivée à la retraite, mais aussi sur d'autres moments. Et donc, de manière plus générale, donc j'ai parlé des centres sociaux et des EVS, mais de manière beaucoup plus large, et parce qu'on est aujourd'hui sur la journée nationale du bénévolat, de sortir de chez soi, de faire des choses avec d'autres et de continuer à profiter un maximum de la vie. Ça peut être aussi de devenir bénévole dans une association, au-delà de pratiquer une activité ou d'avoir un loisir dans une association. Vous pouvez aussi vous mobiliser pour venir donner un coup de main. Ça donne des fois du sens à la vie. On a des expériences professionnelles les uns et les autres qui sont parfois intéressantes à partager avec d'autres, expliquer à des jeunes votre travail, vos expériences. C'est des choses qui sont aussi intéressantes. Les associations, c'est à proximité de chez vous. Alors, selon les territoires, je vois Soissons, il y a des centres sociaux aussi. Compiègne, il y a un centre social qui s'est créé aussi cette année. Donc, ça va arriver. Mais il n'y a pas que les centres sociaux. Donc, n'hésitez pas à aller dans les maisons des associations, à la mairie. Souvent, ils sont aussi au courant de ce qui se passe sur leur territoire et peuvent vous indiquer des associations sur lesquelles vous pouvez soit aller pratiquer une activité, un loisir, soit de devenir bénévole sur des moments que vous allez vous choisir. Moi, je vous conseille aussi de faire du bénévolat en étant à 2 ou 3, comme ça, quand vous voulez partir en vacances, que vous devez vous occuper des petits-enfants ou aller chez le coiffeur, il n'y a pas de problème. Ça peut être un collègue qui prend le relais. Et du coup, ça devient source d'épanouissement terrible, comme vous mettez dans le chat, et pas une contrainte. Et puis, ça vous permet de faire ce qui vous intéresse, ce que vous connaissez déjà, ou au contraire, ce que vous avez toujours voulu apprendre ou faire et que vous n'aviez pas le temps quand vous étiez en emploi. Donc, on vous invite à aller vous épanouir et continuer une belle vie pendant encore longtemps dans les associations, dont les centres sociaux et les espaces de vie sociale, mais n'hésitez pas à aller partout, c'est des bons lieux aussi pour rester en forme, voir d'autres gens et rester jeune jusqu'au bout de la vie. Voilà. Merci Si Valérie. vous avez des questions, j'ai vu au fur et à mesure dans le chat, on va vous remettre effectivement les liens vers les centres sociaux. Mais aussi, n'hésitez pas à aller voir le maire ou les élus de votre commune, ou s'il y a des associations dans le coin, ils vont être au courant. Et pour les plus grosses villes, il y a des maisons des associations qui peuvent aussi vous renseigner. Et du côté de Défi Autonomie Senior, on aura également des projets qui vont se mettre en place sur Soissons et sur Compiègne ou dans les alentours, peut-être en cours d'année 2024. Donc, n'hésitez pas à aller régulièrement aussi sur notre site pour voir les activités. Et on a aussi un renfort des actions en lien avec les centres sociaux qui devraient se mettre en place en cours d'année 2024 également. Il y avait une question sur un lien avec le dispositif Les villes amies des aînés pour préparer demain. Alors, côté Défi Autonomie Senior, nous, de temps en temps, on arrive à être associé à ces dispositifs. Je laisse aussi Valérie compléter par rapport aux centres sociaux.
pareil, quand il y a des centres sociaux sur des villes qui sont partenaires Ville Amis des Aînés, on est aussi partenaire, mais ce n'est pas encore généralisé partout ce dispositif. Donc, quand il y a, on est effectivement aussi souvent associé. Merci. Donc, n'oubliez pas, c'est la journée mondiale du bénévolat aujourd'hui. Donc, vous avez pas mal d'activités qui sont proposées. Engagez-vous selon le temps que vous avez et l'envie que vous avez et les activités aussi qui vous font envie. Moi, je tiens à remercier grandement nos 3 intervenants pour ce moment passionnant de ce matin. On voit que ça a répondu à un bon nombre d'informations et ça vous a permis de découvrir des dispositifs que vous ne connaissiez pas. Donc, nous allons vous faire suivre le support à la suite de la webconférence. Vous allez recevoir également une enquête de satisfaction. N'hésitez pas à la compléter pour que nous puissions aussi nous améliorer. Et puis, on se retrouve en 2024 pour de nouveaux sujets à traiter ensemble en webconférence. Bonne fête de fin d'année également à tous et puis à très bientôt. Merci. Au revoir à tout le monde. Au revoir à tous. Au revoir.